Aussi adaptable qu'elle ait été depuis que la Russie a lancé son invasion, l'Ukraine a également montré que lorsqu'elle trouve une stratégie gagnante, elle a tendance à s'y tenir. Et en ce moment, cette stratégie consiste à s'attaquer au pétrole russe. D'innombrables tonnes du produit le plus précieux de la Russie ont déjà brûlé grâce aux attaques de l'Ukraine contre les raffineries, les dépôts, les stations de pompage et toute autre cible. Cela pourrait même avoir la moindre odeur de pétrole russe. Et l'Ukraine vient de recommencer, une fois, 2 fois, 3 fois, une attaque contre une plateforme pétrolière, car l'Ukraine vient de frapper la Russie là où ça fait le plus mal, et là où elle s'y attendait le moins, ces plateformes pétrolières de la mer Caspienne. Le 11 janvier, United 24 Media a rapporté que les forces spéciales ukrainiennes, ou SOF, avaient mené une frappe de drone de précision qui a touché non pas une, mais 3 des plateformes pétrolières offshore de la Russie en mer Caspienne. Ces 3 plateformes, que Vladimir Poutine pensait à l'abri des attaques ukrainiennes lorsqu'il a lancé son invasion, ont toutes été touchées directement. Cependant, comme le rapporte United 24 Media, il n'est pas clair à quel point les dégâts sont importants. Le média note que le système de surveillance de la société de la NASA, utilisé pour suivre les incendies sur Terre grâce à l'imagerie satellite, n'a pas encore détecté d'incendie dans aucune des 3 installations frappées par l'Ukraine, mais cela ne signifie pas qu'aucun dégât n'a été causé. Au lieu de cela suggère que l'Ukraine a frappé des éléments structurels des 3 plateformes, plutôt que des parties des stations qui auraient pu contenir des réserves de pétrole ou de gaz. Ces 3 plateformes s'appellent Filonovsky, Valery Greifer et Yuri Kochagin. La confirmation que les 3 ont été touchés vient de l'état-major général de l'armée ukrainienne, qui l'a annoncé sur Telegram, a déclaré l'état-major, dans le cadre de mesures visant à réduire le potentiel militaire et économique de l'agresseur. Des unités des forces de défense de l'Ukraine ont frappé 3 plateformes de forage de la société Lukoil, dans les eaux de la mer Caspienne, à savoir les plateformes V, Filonovsky, Yuri Kochagin et Valery Greifer. Ces installations sont utilisées pour soutenir l'armée d'occupation russe. L'état-major général ne mentionne pas les forces spéciales et spéciales. Cette information provient de 11 médias, qui affirment que la confirmation de l'implication du groupe provient d'une déclaration publiée par les forces spéciales le 11 janvier. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'une des branches des opérations spéciales de l'Ukraine devait être impliquée dans une attaque de ce type. Parce que les plateformes pétrolières russes de la mer Caspienne ne sont pas des cibles faciles à frapper. Comme le rapporte Euromaidan Press dans son article sur l'incident, ces plateformes se trouvent à au moins 950 km, soit environ plus de 590 miles des lignes de front de la guerre en Ukraine. Tous les drones que l'Ukraine enverrait vers ces plateformes devraient disposer de l'autonomie nécessaire pour effectuer une telle frappe. L'Ukraine doit peut-être aussi dégager des couloirs aériens, à travers certaines parties de son propre territoire occupé, ne serait-ce que pour rendre ces frappes possibles. Mais l'Ukraine l'a fait, et elle l'a déjà fait auparavant. United 24 Media affirme que cette frappe, qui visait une infrastructure exploitée par le géant énergétique russe Lukoil, est la 2e attaque de drone confirmée contre l'infrastructure russe dans la région de la mer Caspienne. La première a eu lieu seulement quelques semaines auparavant, comme l'a également rapporté United 24 Media le 31 décembre 2025. Lors de cette frappe, le service de sécurité ukrainien, ou SBU, a rapporté avoir porté plusieurs coups directs à une autre plateforme pétrolière russe, apparemment à l'aide de drones aériens. Des vidéos et des photographies prises sur les lieux semblent le confirmer, et le compte spécial Kherson 4X affirme que cette frappe semble également avoir visé la plateforme Valery Greifer. Bien que la frappe du 11 janvier ne soit peut-être que la 2e attaque officiellement confirmée contre l'infrastructure russe en mer Caspienne, il y en a probablement eu plusieurs autres. Euromaidan Press affirme que cette dernière frappe représente la 5e que l'Ukraine a menée en environ un mois. Ajoutant que l'Ukraine a commencé ce qui semble être devenu une véritable campagne axée sur la mer Caspienne dès le 11 décembre. La campagne a commencé le 11 décembre lorsque des drones ukrainiens auraient frappé la plateforme Filonovsky, interrompant l'extraction de plus de 20 puits. Des frappes de suivi ont de nouveau visé la même plateforme, ainsi que la plateforme Yuri Kochagin, et plus tard la plateforme Valery Greifer, également connue sous le nom de champ Rakoshitsna. Le média affirme qu'il semble que l'Ukraine ait les yeux rivés sur un trio de prix. Ces 3 plateformes ont toutes été frappées à plusieurs reprises, ce qui signifie que l'Ukraine envoie un message très clair à Poutine. Ces géants du forage pétrolier qu'il pensait en sécurité dans la mer Caspienne sont tout sauf cela. Mais l'Ukraine les frappe encore et encore, ce qui suggère que la Russie n'a aucune solution pour arrêter les drones. Ces drones semblent avoir des trajectoires régulières et claires, vers les plateformes pétrolières qui jouent un rôle important pour maintenir les caisses de guerre de Poutine en Ukraine bien remplies.
Nous reviendrons dans un instant sur la raison pour laquelle ces plateformes en particulier sont si importantes. Une autre chose importante à noter, c'est que la frappe de l'Ukraine en mer Caspienne n'était pas une attaque isolée. En fait, elle faisait partie d'une nuit où l'Ukraine avait une large gamme de cibles. J'insiste encore une fois, la dépendance du pays à l'égard de ces drones de frappe en profondeur et leurs capacités ont augmenté. En 2026. Le message du personnel général sur Telegram a souligné cela, tout en rapportant la frappe en mer Caspienne, en déclarant « De plus, les forces de défense ont effectué une frappe de feu contre un lanceur d'un système de missiles anti-aériens, Bukam 3, dans la région du village de Baronacheva, territoire temporairement occupé de l'oblast de Louhansk. Ce système de défense aérienne à moyenne portée est conçu pour engager des cibles aérodynamiques. Selon des données préliminaires, des impacts et des explosions ont été enregistrés. C'est une information intéressante. Nous avons mentionné plus tôt que la série d'attaques de l'Ukraine contre l'infrastructure pétrolière de la mer Caspienne en Russie a peut-être été rendue possible par l'établissement de couloirs aériens sûrs à travers certaines parties de l'Ukraine occupée. Si l'Ukraine utilise effectivement des drones longue portée, ils doivent également traverser une partie du territoire russe pour atteindre la mer Caspienne. Comme l'Ukraine ne va pas risquer de provoquer un incident international en envoyant ses drones à travers l'espace aérien géorgien et azerbaïdjanais, ce qu'elle devrait faire pour contourner le territoire russe et frapper tout de même la mer Caspienne. Ce que nous soulignons ici, c'est qu'il devrait y avoir de nombreuses occasions pour les défenses aériennes russes d'intervenir contre les drones ukrainiens avant qu'ils ne frappent les plateformes pétrolières. Alors, pourquoi ne le font-elles pas ? Des frappes comme celle que l'Ukraine a confirmée contre le Bukam 3 russe le 11 janvier pourraient apporter la réponse. Selon le ministère des Finances ukrainien, les défenses aériennes russes ont été dévastées tout au long de la guerre. La Russie a perdu 1270 de ses unités de guerre anti-aériennes dont le Bukam 3 qui a été détruit à peu près au même moment que la dernière attaque de l'Ukraine en mer Caspienne. En ajoutant à ce chiffre, cette ampleur des pertes a créé une situation dans laquelle il existe d'innombrables failles dans la couverture de la défense aérienne russe. La Nouvelle Voix de l'Ukraine avait déjà abordé ce problème en novembre 2025 dans un article où elle affirmait que la majorité des défenses aériennes russes étaient concentrées sur Moscou ou sur les lignes de front de la guerre, laissant très peu de moyens pour protéger le reste du vaste territoire du pays. Le média a cité le chef du centre ukrainien de lutte contre la désinformation, Andriy Kovalenko, qui a déclaré « Pour donner un contexte, la plupart des Russes dans le pays ne sont pas du tout protégés par Poutine. » Même s'il a constamment promis la sécurité à tout le monde. Kovalenko ajoute que la Russie fait face à des pénuries dans plusieurs de ses principaux systèmes de défense aérienne, comme les S-300, S-400 et les systèmes Panzer. Cela signifie que l'Ukraine peut exploiter le manque de défense aérienne de la Russie pour envoyer facilement des drones sur le territoire russe, tant que ces drones peuvent négocier. Les lignes de front dans les régions occupées de l'Ukraine, où la Russie a concentré la majorité de sa présence en défense aérienne. Est-ce que cela aurait pu être ce qui s'est passé le 11 janvier ? Il n'est peut-être pas anodin que l'Ukraine ait détruit un Bukam 3 à peu près au même moment où elle a attaqué le trio de plateformes pétrolières russes en mer Caspienne, même si cela reste une spéculation. Il n'y avait peut-être pas besoin de frapper les défenses aériennes russes plus durement qu'elles ne l'avaient déjà été. Que ce soit lors de l'attaque du 31 décembre contre une plateforme en mer Caspienne que nous avons mentionné plus tôt dans la vidéo. L'Ukraine a frappé la plateforme avec ce qui semblait être le même type de drone qu'elle utilise sur la ligne de front. En d'autres termes, l'Ukraine a probablement approché ses drones à proximité à l'aide d'un certain type de navire avant de lancer son attaque. Il se peut que la même chose se soit produite le 11 janvier. Les forces spéciales ont partagé une vidéo sur X qui donne un bref aperçu de la façon dont elles ont mené leur attaque. Durant environ 50 secondes, la vidéo montre la vue de plusieurs drones alors qu'ils se dirigent vers leur cible sur les plateformes pétrolières. Il n'est pas clair s'il s'agit de drones déployés depuis des navires ou de drones longue portée ayant traversé le territoire ukrainien et russe pour atteindre leur destination. Au final, cela n'a pas vraiment d'importance. Les drones ont de nouveau atteint leur cible. Les plateformes pétrolières russes de la mer Caspienne se sont révélées extrêmement vulnérables. À tout cela s'ajoute le fait que l'Ukraine a également mené une frappe distincte et apparemment sans lien contre les forces russes dans la région de Kherson, en Ukraine. À peu près au même moment, où les forces spéciales frappaient les plateformes pétrolières russes de la mer Caspienne. United, 24. Médias indiquent que l'Ukraine a frappé un dépôt logistique utilisé par la 49e armée interarmes de la Russie, près de la localité de Novotroïtska. Comme c'est si souvent le cas avec les frappes ukrainiennes, le pays a visé une installation créée pour approvisionner les troupes russes de première ligne en matériel nécessaire pour soutenir leurs assauts contre les positions ukrainiennes.
Ainsi, l'Ukraine ne s'attaque pas seulement au pétrole russe, morceau par morceau, elle détruit aussi la capacité de la Russie à faire circuler son matériel à travers les territoires occupés. Mais revenons aux 3 plateformes pétrolières que les forces spéciales viennent de frapper. Il y a plusieurs bonnes raisons pour lesquelles ces plateformes sont particulièrement visées, ainsi que pour lesquelles l'Ukraine a récemment tourné son attention vers la position de la Russie en mer Caspienne. 2025, commençons par les plateformes pétrolières. Les 3 ont le potentiel de générer beaucoup d'argent pour la caisse de guerre de Poutine, si elles sont autorisées à poursuivre leurs opérations sans entrave. Le champ pétrolifère Filonovski, sur lequel se trouve la plateforme du même nom, est extrêmement important pour la Russie. United 24. Média affirme que ce champ pétrolifère est l'un des plus grands auxquels la Russie a accès dans la mer Caspienne. Il possède des réserves de pétrole estimées à environ 129 millions de tonnes et pourrait également contenir près de 30 milliards de mètres cubes de gaz. Une tonne de pétrole équivaut à environ 65 barils. Si vous multipliez 129 millions de tonnes par 65, vous obtenez un potentiel de 8 385 millions de barils, rien que dans ce champ pétrolifère de la mer Caspienne. Bien sûr, la Russie n'a pas accès à toutes ces réserves estimées, loin de là, mais cela reste à prendre en compte. En décembre, le Moscow Times a rapporté que la Russie vendait des barils de pétrole à un prix fortement réduit, ce qui a conduit la Russie à ne facturer que 34$ et 52 cents par baril aux pays qui continuent d'acheter, alors qu'elle lutte sous le poids des sanctions. Si l'on prend ce chiffre, aussi bas soit-il, et qu'on le multiplie par 838,5 millions de barils, on obtient plus de 28,9 milliards de dollars. Ce n'est pas une somme négligeable, même si la Russie ne peut extraire qu'une fraction des réserves de pétrole estimées disponibles pour ses équipes dans le champ pétrolifère de Filonovski. Cela représente tout de même énormément de revenus pétroliers que Poutine peut taxer pour financer sa guerre. Quant aux réserves de gaz du champ pétrolifère de Filonovski, il est un peu plus difficile d'obtenir des chiffres précis. En avril 2024, le Kyiv Independent a rapporté que Bloomberg avait affirmé que la Russie vendait du gaz à la Chine pour 257$ les 1000 mètres cubes. Si l'on prend ce chiffre pour acquis, il se peut qu'il ait baissé au cours des près de 2 années écoulées, en raison des sanctions occidentales. Cela signifierait que la valeur du gaz à Filonovski se situe aux alentours de 7 milliards de dollars, ce qui n'est pas aussi élevé que celle du pétrole. Mais il y a tout de même beaucoup de potentiel pour Poutine d'exploiter cette zone maritime pour en tirer de l'argent, et c'est là tout l'intérêt. Filonovski n'est qu'un des 3 sites que l'Ukraine a frappés, et les 2 autres offrent également à la Russie un fort potentiel de génération de revenus. United 24 Media ajoute que le champ Yuri Kochagin contiendrait environ 778 millions de tonnes de pétrole, ainsi que 12 milliards de mètres cubes de gaz. Cela représente plus de 17,5 milliards de dollars en pétrole et un peu plus de 308 millions de dollars en gaz, selon les chiffres que nous avons partagés précédemment. Quant au champ pétrolier Graffer, Euromaidan Press indique que la région possède des réserves récupérables d'environ 2116 millions de tonnes de pétrole et 33 milliards de mètres cubes de gaz. Ajoutez encore 4,3 milliards de tonnes de pétrole et environ 8,4 milliards de dollars de gaz à la pile. Soudainement, le fait que l'Ukraine cible les plateformes pétrolières russes de la mer Caspienne prend tout son sens. Elle ne peut pas faire grand-chose concernant la possession de ce pétrole et de ce gaz par la Russie. Et ce n'est pas comme si l'Ukraine pouvait envoyer des drones profondément sous terre pour éliminer le pétrole et le gaz afin d'empêcher la Russie de les extraire. Ce que l'Ukraine peut faire, c'est provoquer des perturbations constantes dans les installations pétrolières que la Russie a construites pour exploiter ces énormes réserves de la mer Caspienne, valant plusieurs milliards de dollars. Chaque fois que ces installations voient leurs opérations retardées ou sont complètement mises hors service, la Russie doit attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur le pétrole et le gaz qu'elle peut vendre. Et dans une guerre qui est devenue une guerre d'usure, liée autant aux finances qu'aux soldats et à l'équipement sur le champ de bataille. Chaque frappe qui retire de l'argent des mains de Poutine est une frappe qui vaut la peine d'être menée pour l'Ukraine. Dans un contexte plus large, les frappes de l'Ukraine en mer Caspienne servent un autre objectif. Elles montrent à la Russie qu'elle ne peut pas tout contrôler à sa guise dans cette mer en particulier. Il est indéniable que la Russie a réussi à s'imposer en mer Caspienne. Déjà en 2024, la fondation Jamestown a souligné l'importance des champs de pétrole et de gaz que la Russie contrôle désormais, surtout dans le contexte de la sécurité énergétique européenne. Le média note que bien que la Russie considère traditionnellement les ressources énergétiques qu'elle extrait de la mer Caspienne comme inférieures à celles qu'elle tire de ses gisements arctiques et sibériens, elle comprend néanmoins à quel point sa position en mer Caspienne peut être importante, comme le souligne la fondation. Les décideurs russes
sont manifestement préoccupés par la perspective que les pays de la région caspienne deviennent une source d'énergie majeure pour l'Union européenne, ce qui pourrait potentiellement renforcer leur coopération politique et militaire avec les adversaires de Moscou. En d'autres termes, le contrôle du pétrole et du gaz de la Caspienne offre la possibilité de maintenir de nombreux pays européens dépendants de la Russie pour ses produits. Et avec cette dépendance vient l'argent que Poutine peut utiliser pour mener sa guerre. C'est pourquoi la Russie essaie d'isoler la région de la mer Caspienne de l'Europe et espère convaincre les soi-disant Caspiennes 5 de l'aider à le faire. Ces 5 pays comprennent l'Iran, le Turkménistan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, ainsi que la Russie. Tous ont des intérêts pétroliers et gaziers dans la mer Caspienne, et tous ont signé la Convention sur le statut juridique de la mer Caspienne, un accord conclu en 2018 pour mettre fin aux différends entre les 5 pays de la Caspienne. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis 2018. Cependant, la Russie cherche à exploiter le caractère coopératif de cet accord contre l'Europe pour les raisons que nous venons d'exposer. En novembre 2024, le Consortium international des journalistes d'investigation a suggéré que les manœuvres de Poutine en mer Caspienne portaient leurs fruits. Le consortium soutient que la Russie a réussi à arracher le contrôle d'une grande partie du pétrole brut du Kazakhstan au pays, ce qui signifie, en retour, que les compagnies pétrolières occidentales ne peuvent pas coopérer avec le Kazakhstan pour extraire ce pétrole brut. Avec le contrôle du pétrole et du gaz de la mer Caspienne, vient le contrôle des besoins énergétiques de l'Europe, du moins selon la logique de Poutine. Même les compagnies occidentales qui opèrent encore dans la région doivent désormais composer avec la Russie pour obtenir ce qu'elles veulent. Mais cela pourrait bientôt commencer à changer grâce à l'Ukraine, et au moins un membre des 5 pays de la Caspienne, qui n'est pas particulièrement satisfait de la Russie. Pour l'Ukraine, des frappes contre les intérêts pétroliers de la Russie en mer Caspienne pourraient ainsi rapprocher le pays de ses partenaires européens, qui le soutiennent depuis le début de l'invasion de Poutine. C'est un cas où une main lave l'autre, puisque l'Ukraine bénéficie de plus d'armes et de soutien, tandis que les pays européens se rapprochent de la possibilité d'établir des positions en mer Caspienne, alors que la poigne de la Russie s'affaiblit, et cette emprise commence certainement à se relâcher. Même avant que l'Ukraine ne lance sa campagne en mer Caspienne, le Maritime Executive affirmait que la Russie commençait à voir son influence diminuer dans la région caspienne. Selon ce média, la Russie utilise également la mer Caspienne pour transporter des armes, ainsi que pour extraire du pétrole et du gaz. Des cargaisons de missiles iraniens, de drones et de munitions sont toutes entrées en Russie via la mer Caspienne, avec une livraison notable de 220 missiles balistiques Fatah 360 rapporte le média. Les attaques de l'Ukraine en mer Caspienne pourraient être perçues comme un avertissement à la Russie. Dans ce contexte, en ce moment, l'Ukraine frappe des plateformes pétrolières. Cependant, elle a déjà démontré qu'elle était plus que capable de frapper à la fois des navires de guerre russes et des navires de la flotte fantôme par le passé. Vladimir Poutine se demande peut-être maintenant à quel point ces navires sont en sécurité en mer Caspienne, étant donné que l'Ukraine y opère clairement et semble déterminée à infliger autant de dégâts que possible aux intérêts russes dans cette région. La relation de la Russie avec le Kazakhstan semble également s'affaiblir, comme on a pu le constater lors de l'édition de juin 2024 du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Là-bas, le président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, s'est tenu sur scène aux côtés de Vladimir Poutine. Mais alors que Vladimir Poutine s'attendait à ce que son homologue suive la ligne russe, Kassym-Jomart Tokayev avait d'autres idées. Il a refusé de reconnaître l'annexion de Donetsk et de Louhansk par la Russie. Tokayev a également déclaré qu'il avait refusé une demande russe de fournir des soldats kazakhs pour combattre en Ukraine, et qu'il respecterait les sanctions occidentales contre le pétrole russe. Un tel geste serait courageux de la part du dirigeant d'un pays relativement petit, même dans les meilleures circonstances. Dire ces choses sur scène en présence de Poutine demande un certain courage, disons-le ainsi, quelque chose que nous préférons ne pas nommer ici. Le point dans tout cela, c'est que l'Ukraine joue peut-être sur le long terme avec ses frappes en mer Caspienne. Dans l'immédiat, elle essaie de mettre hors service les plateformes pétrolières pour stopper l'afflux d'argent dans les caisses du Kremlin. Mais au-delà de cela, l'Ukraine érode l'influence de la Russie en mer Caspienne à un moment où l'influence de l'Occident dans cette région semble s'y installer progressivement. Le Kazakhstan ne se laisse certainement pas dicter sa conduite par les caprices de Poutine. Peut-être que d'autres frappes, comme celle menée par l'Ukraine le 11 janvier, montreront aux autres membres du groupe des 5 de la Caspienne que la Russie n'est peut-être pas la puissance que Poutine prétend qu'elle est. Et si cela se produit, le cauchemar de Poutine, à savoir que l'Occident étende ses tentacules collectifs dans la mer Caspienne, pourrait devenir une réalité. Un membre du groupe des 5 de la Caspienne, dont Poutine aurait pensé qu'il resterait du côté de la Russie, aurait été l'Iran. Mais en ce moment, le régime du pays a ses propres problèmes majeurs. Une révolution semble être en cours, et c'est une situation qui pourrait pousser les dirigeants iraniens à courir aussi vite qu'ils le peuvent
vers Moscou. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre la couverture des dernières frappes de l'Ukraine contre les intérêts pétroliers de la Russie. Et merci, comme toujours, de nous regarder.